Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui pour la première fois et avec plaisir Ludovic Tournès, historien, pour son livre qui vient de sortir début octobre, Histoire de la diplomatie culturelle dans le monde, chez Duno. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors votre livre propose une vaste synthèse mondiale de la diplomatie culturelle. C'est un domaine, et vous le dites d'emblée d'ailleurs, qui est rarement étudié dans sa globalité. Vous retracez la naissance, l'évolution d'un répertoire d'actions qui permettent aux États et à une constellation d'acteurs, publics et privés, de projeter à l'étranger leur production culturelle, leur modèle politique et leurs ambitions. Alors je ne suis pas toujours d'accord avec vous, on aura l'occasion d'en parler, notamment sur la temporalité. J'aurais des questions du coup, parce que vous dites que la diplomatie culturelle apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle, portée par l'affirmation des États-nations, la montée des nationalismes culturels, la dynamique impériale des grandes puissances. Et vous dites d'ailleurs, la diplomatie culturelle est un phénomène ancien, elle existe depuis la fin du 19e siècle. Et on peut même remonter jusqu'aux années 1850. Et là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, le Roman Way of Life, qu'est-ce que c'est d'autre que ça ? Et du coup, la question qui suit, c'est quoi la diplomatie culturelle alors ? Alors, effectivement, c'est une excellente question parce que, en fait, la diplomatie culturelle, moi, je la prends comme une réalité de l'époque des États-nations. Donc, le Roman Way of Life, alors, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que la Rome antique, ça n'est pas un État-nation, c'est un empire, c'est vraiment une autre époque de l'histoire. Donc, il y a évidemment des choses qui ressemblent à la diplomatie culturelle à l'époque romaine, ça c'est tout à fait certain, et même sans doute à l'époque moderne. Après, la réalité du 19e siècle, c'est l'affirmation des nationalismes et des États-nations, avec des cultures nationales ou des cultures nationales qui ont conscience d'elles-mêmes et qui vont mettre ensemble en route un certain nombre d'actions pour valoriser cette culture nationale. Mais oui, bien sûr, on pourrait tout à fait trouver des choses similaires dans d'autres époques de l'histoire. Alors après, pour répondre à votre autre question sur fin du 19e siècle, 1850, il y a effectivement... c'est pas une contradiction entre les deux, c'est que simplement, j'estime qu'entre 1850 environ, parce que c'est jamais des bornes chronologiques vraiment précises, le 1er janvier 1850, c'est qu'entre 1850 environ et 1914, il y a ce que j'appelle des proto-diplomaties culturelles, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui visent à la diffusion d'une culture nationale, mais qui sont entreprises isolément les unes des autres. Là où il y a vraiment ce que j'appelle la cristallisation d'une diplomatie culturelle, c'est en fait au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où des États mettent ces actions ensemble et en font quelque chose de cohérent et de systématique. Et là, on entre dans la diplomatie culturelle, je dirais, stricto sensu. D'accord. Alors du coup, pourquoi y mêler des acteurs privés ? Alors ça, c'est un autre aspect, à mon avis, très important, c'est que la diplomatie culturelle, classiquement, dans l'historiographie, elle est envisagée comme juste l'action des États. Ouais. Mais depuis une trentaine d'années, il y a eu une production historiographique vraiment très, très importante qui a mis en avant la perméabilité du public et du privé. Et ça, c'est fondamental. Et ce qui fait que distinguer quels sont les acteurs publics et les acteurs privés, c'est très compliqué. Et réduire la diplomatie culturelle à l'État, c'est une définition qui est finalement restrictive. Je vais prendre un exemple très simple, très connu, qui est l'Alliance française. Alors, l'Alliance française, c'est, disons, la cheville ouvrière de la diplomatie culturelle française depuis la fin du 19e siècle. Et c'est un type d'association qu'on trouve dans beaucoup d'autres pays, on pourra y revenir. Mais l'Alliance française, c'est quoi ? C'est une association de droit privé, donc un acteur privé, sauf qu'elle est fondée en 1883, sauf qu'elle est peuplée de gens qui sont très bien insérés dans l'appareil d'État, des futurs ou des anciens ministres, des inspecteurs de l'éducation nationale, etc. Bon. Enfin, on parle d'instruction publique à l'époque. Et donc, c'est une organisation privée fondée avec des gens qui sont introduits dans l'appareil d'État et qui, à partir des années 1920, est intégrée quasiment pleinement au Quai d'Orsay. Donc, est-ce que c'est un acteur privé ou un acteur public ? On voit bien que la frontière entre les deux, elle est très compliquée à tracer. Et du coup, moi, dans mon acception de la diplomatie culturelle, je prends non pas l'État, je prends une constellation d'acteurs publics et privés qui mettent ce que j'appelle en route une synergie conflictuelle, complémentaire ou conflictuelle, pour diffuser les produits de la culture nationale. Je dis qu'elle peut être conflictuelle, cette synergie, parce que chacun de ces acteurs entend diffuser la culture nationale, mais n'en a pas forcément la même conception et les mêmes stratégies d'action. D'où synergie, mais parfois conflit.
Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est le tome suivant de l'un de vos livres précédents sur la mondialisation américaine, l'américanisation, je crois que ça s'appelait. Et on a l'impression que c'est la suite parce que finalement, eux font ça très bien depuis quasiment le premier jour de leur acte de naissance et ça continue. Oui, alors ça, c'est vrai que mon ouvrage précédent, c'était Américanisation, une histoire mondiale, donc comme son titre l'indique. Et c'est vrai que les États-Unis ont développé assez précocement, et d'ailleurs dans le livre, dans celui-ci sur la diplomatie culturelle, je montre que c'est plus précoce qu'on ne l'imagine encore, parce qu'en général, on fait remonter la diplomatie culturelle américaine aux années 1930. Moi, personnellement, je pense que ça commence dès la fin du 19e siècle, pour des raisons que j'explique. Mais effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant à creuser dans ce livre sur la diplomatie culturelle, c'est en fait comment dirais-je, l'extrême variété et le nombre très très important des actions qu'on croit spontanées et qui en fait sont sponsorisées, appuyées, financées en service commandé. Alors, bon, ça c'est un petit peu exagéré, encore que, comment dirais-je, oui, disons, l'État est très présent. Ça ne veut pas dire que les acteurs culturels qui vont faire une tournée théâtrale, des concerts ou des conférences sont forcément des agents de l'État, etc. Il n'empêche que le cadre dans lequel ils interviennent est celui-là. Et c'est vrai que quand on met bout à bout toutes ces actions, on se rend compte que les États sont vraiment très présents dans la diplomatie culturelle, évidemment, mais dans la mondialisation culturelle en général. Et en fait, c'est une de mes conclusions dans cet ouvrage, c'est que finalement, on a beaucoup dit dans les années 90-2000 que les États disparaissaient sous les coups de boutoir de la mondialisation, etc. C'est pas vrai du tout. Les États n'ont jamais été plus présents aujourd'hui, enfin, ils n'ont jamais été plus présents dans la vie internationale et la vie culturelle internationale qu'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très important. Ça dépend où, peut-être. Alors, oui, mais disons, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les phénomènes de long terme. Et si vous prenez depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, l'État au début du 19e siècle, c'est quoi ? C'est la police, la justice, l'armée, en gros. Donc, le régalien. Voilà, le régalien. Le périmètre d'intervention de l'État, il s'est considérablement agrandi au 19e, au 20e et au 21e siècle. Alors, pardon ? Il est hypertrophié. Il est hypertrophié, absolument. Ça ne veut pas dire que les États, chacun des États maîtrise la mondialisation, évidemment non. Mais par contre, ils sont très très présents dedans. D'accord. Et il suffit d'ailleurs d'évoquer, depuis la fin de la guerre froide, le renouveau énorme des nationalismes en tout genre, pour voir que les États sont toujours très présents. Et je terminerai sur un chiffre. En 1945, vous aviez à peu près 45 États indépendants. Aujourd'hui, il y en a 200. Je crois que ça veut tout dire. Ça veut tout dire, effectivement. Après, on peut discuter sur nationalisme, mais on y viendra. Absolument. Parce qu'évidemment, ça suit. J'aimerais bien avoir une définition, parce que c'est pas simple. Vous en faites plusieurs pages, et je me suis dit, est-ce que je peux avoir une synthèse de la diplomatie culturelle ? C'est quoi, en fait ? Alors, il y a plusieurs pages de discussion, et à la fin des plusieurs pages, il y a la définition. Simplement, j'ai procédé de façon un peu maïotique, pour parler comme Socrate, si je puis dire. C'est que je commence par prendre un certain nombre de définitions que j'estime non satisfaisantes pour des raisons que j'explique, et puis après, j'en viens à celles que je propose. Et en particulier, je discute pas mal cette idée de savoir si la diplomatie culturelle, c'est juste l'État ou pas, etc. Et donc, j'en arrive à la définition que je propose, qui est un répertoire d'actions, alors ça c'est le jargon académique, mais disons un ensemble d'actions, pour faire court, un ensemble d'actions qui sont mises en œuvre par un ensemble d'acteurs publics et privés, les deux ensemble, alors avec plus ou moins d'importance de chacun, mais les deux ensemble, en vue de promouvoir la culture nationale à l'étranger. Donc ça, c'est la définition, je dirais, basique que je donne. Et j'y ajoute que cette diplomatie culturelle, elle marche dans les deux sens. Parce que c'est vrai que dans l'historiographie existante, on a tendance à réduire la diplomatie culturelle aux projections internationales. Par exemple, le gouvernement français organise une tournée de la Comédie Française en Argentine, en Tchéquie ou ailleurs. Bon. Mais en réalité, la diplomatie culturelle, c'est aussi ce qu'on fait venir chez soi. Quand, par exemple, le gouvernement français, au XIXe siècle, organise des expositions universelles, alors les expositions universelles, ce sont des foires industrielles et commerciales, mais ce sont aussi, c'est ce que j'explique dans le livre, des stratégies de diplomatie culturelle, parce que dès 1855, le gouvernement français organise, dans le cadre de l'exposition universelle de Paris, une très très grande exposition d'art, où il expose les peintres français à la
vue du monde entier. Alors, il y a aussi les autres peintres des autres pays, mais enfin, c'est les peintres français qui sont les plus représentés, puisque la France est la puissance organisatrice. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que la diplomatie culturelle, c'est envoyer des peintres, des musiciens, des écrivains à l'étranger, mais c'est aussi organiser chez soi des manifestations qui, le temps de cette manifestation, font de la France, du Brésil, des États-Unis le centre du monde, et en font une chambre d'écho de la culture nationale, ce que sont parfaitement les expositions universelles qui se déroulent à Paris, mais qui sont pour moi des manifestations de diplomatie culturelle. Donc ça veut dire que les empires coloniaux ont été des laboratoires, on va dire, quasi indispensables en fait à la naissance de ce dispositif-là? Alors, je ne sais pas s'ils ont été des laboratoires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la diplomatie culturelle, à la fin du 19e siècle, elle naît dans un contexte colonial. Et alors, on peut dire effectivement que c'est un laboratoire, parce que si on prend le cas... alors, c'est vrai pour le cas français, c'est vrai pour le cas allemand, pour le cas italien, la diplomatie culturelle, elle s'est d'abord déployée dans les empires coloniaux, puisqu'il s'agissait de propager les valeurs de la civilisation européenne, en l'occurrence française ou allemande, dans les colonies. Et donc, la diplomatie culturelle, à ses débuts, elle est indissociable de ce qu'on appelle au XIXe siècle la mission civilisatrice de l'Europe vis-à-vis de ces empires. D'accord, très bien. Et quand vous parlez de Woodrow Wilson à un moment donné dans le livre, et puis il y a aussi quand les États-Unis nous imposent entre guillemets le cinéma américain, est-ce que ça fait partie de la diplomatie, ça ? Absolument, ça fait partie de la diplomatie culturelle. Il y a une espèce de légende qui voudrait que la culture américaine, ou le cinéma américain en l'occurrence, se diffuse tout seul, mais c'est pas vrai du tout. D'abord, il se diffuse pas tout seul puisqu'il y a des studios hollywoodiens qui ont des stratégies internationales extrêmement développées, précises et agressives, voire coercitives, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, l'État américain a été depuis le début derrière son cinéma. Depuis absolument, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la création de l'OMC au milieu des années 90, l'État américain appuie ses industries, et en particulier son cinéma, qui est une de ses industries les plus rentables à l'étranger. Alors, pour revenir sur votre exemple, Woodrow Wilson, effectivement, alors, la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un moment très important dans la naissance de la diplomatie culturelle américaine, parce qu'on a effectivement la création aux États-Unis de ce qu'on appelle le Committee on Public Information, qui est un organisme à la fois de propagande et de diplomatie culturelle. Et là, la frontière, évidemment, entre les deux est très compliquée à tracer, en particulier en temps de guerre. Qu'est-ce que c'est que le Committee on Public Information ? C'est un organisme qui est chargé d'expliquer à l'opinion publique américaine et au monde entier, les deux en même temps, avec les mêmes méthodes, pourquoi les États-Unis entrent en guerre. Donc, c'est un organisme de propagande qui organise toute une série de campagnes de presse pour expliquer le point de vue américain, et pour présenter en même temps le modèle américain qui se veut un modèle qui va permettre de résoudre la guerre mondiale et d'organiser un nouvel ordre international. Et là où c'est très intéressant pour la diplomatie culturelle, c'est que ce Committee on Public Information, il envoie en Europe toute une série de films documentaires qui sont des films de propagande. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est un terme qu'on emploie sans aucun problème, propagande, qui sont des documentaires de propagande qui sont passés dans les cinémas, puisqu'à l'époque, on va voir les actualités filmées. Mais le gouvernement américain et le Committee on Public Information décident que la projection des films de propagande et des films de fiction tournés par Hollywood doit aller de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qui fait que le public européen découvre en même temps des documentaires qui expliquent pourquoi les États-Unis entrent en guerre, et des films qui sont des films hollywoodiens. Donc finalement, il est complet. Ouais. Pas absolument, c'est un package. Ouais, c'est ça. Alors j'ai un peu bondi sur ma chaise en le lisant parce que j'ai eu l'impression de vous lire que vous disiez c'est la première fois que ça existe. Or, je me dis, là encore, je suis revenu un peu en arrière. Charles V fait exactement la même chose. On est en 1358 avec les Anglais qui veulent imposer. Il y a Jean II le Bon qui est roi à ce moment-là, mais il est prisonnier à Londres. Et ils imposent un diktat à la France. Charles V, qui n'est pas encore roi de France, rend public ce traité, le traité de Londres, et dit, voilà ce qu'il nous impose. Et comme ça, il réunit tous les États français pour dire, il n'en est pas question. Donc c'est pour ça que vous allez me suivre et qu'on relance la guerre. C'est pas la première fois, c'est ça alors, que je veux dire. La propagande, elle existe depuis très très longtemps. Ouais. Simplement, encore une fois... Je vous challenge exprès. Non, mais vous avez tout à fait raison. De toute façon, c'est le principe du débat. Ce qui est que la spécificité du 19e siècle, c'est qu'on est dans le cadre des nations.
Au Moyen-Âge, c'est pas des États-nations. Hein, la chose ça se construit, mais ça se construit. Alors, la France est traditionnellement considérée comme un des États-nations les plus anciens d'Europe avec l'Angleterre. Donc, effectivement, on a une construction qui remonte à très longtemps. Il y a le fameux dimanche de Bouvines, etc. Donc, ça, tout à fait d'accord, il y a une construction nationale. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le phénomène de la diplomatie culturelle, il naît vraiment à l'âge des nationalismes où ces nationalismes se multiplient. Et à l'âge des nationalismes et l'âge des empires coloniaux. Donc, et à l'âge où on a des appareils d'État, qui précisément sont assez élaborés. Mais c'est vrai que la propagande n'est pas du tout une invention du 19e siècle. Bien sûr, j'allais dire la Bible, ça commence comme ça aussi. Absolument. Ça peut aller très très loin, je sais que je vais faire bondir plein de gens, mais c'est pas grave. Quel type d'acteurs il peut y avoir, public, privé, qu'on se rende un peu compte Alors, il y en a énormément, des très différents. Un des plus surprenants, peut-être, en tout cas pour la proto-diplomatie culturelle au milieu du 19e siècle, ce sont les missionnaires. Parce que les missionnaires, puisqu'on parlait de la Bible, c'est une excellente transition. Les missionnaires ont une activité prosélyte, évidemment. Leur but, c'est de convertir. Alors, il y a les missionnaires catholiques, les missionnaires protestants, etc. Mais ces missionnaires, ils convertissent, mais ils apprennent aussi la langue. Leur premier instrument de travail, c'est leur langue. Donc, les missionnaires protestants, anglais ou américains apprennent l'anglais aux populations qu'ils essaient de convertir. Les Français font pareil, etc. Donc, et en fait, le cœur de la diplomatie culturelle, on serait tenté de dire, c'est l'apprentissage de la langue. Le rayonnement d'une culture, il passe d'abord par la langue. Donc les missionnaires, ils apprennent la langue, et alors évidemment, ce sont des acteurs privés qui n'ont a priori rien à voir avec l'État, sauf qu'à partir de la fin du 19e siècle, on a une congruence de plus en plus importante qui se fait entre l'action missionnaire et l'action des États. Je prends un exemple, le cas français est tout à fait caractéristique là-dessus. On a une France qui est en pleine séparation de l'Église et de l'État, avec un anticléricalisme qui se développe. Mais par contre, l'action des missionnaires à l'étranger, elle est très bien vue, puisqu'ils participent à la propagation de la langue française. Et à ce titre, ils sont appuyés par le gouvernement français, notamment dans le bassin méditerranéen. Donc il y a ces acteurs privés qui sont les missionnaires. Il y a toute une série d'autres acteurs qu'on va voir intervenir au XXe siècle, en particulier, je pense aux grandes fondations américaines, qui sont des acteurs privés, des fondations privées, qui mettent en place, à partir de l'entre-deux-guerres, ce que j'appelle une diplomatie philanthropique, c'est-à-dire qu'elle finance toute une série d'actions dans toute une série de pays, et elles le font à partir de l'entre-deux-guerres et surtout de l'après-45 en coordination avec le gouvernement américain. Donc là, on retrouve cette synergie. Donc il y a ça, et comme acteur, évidemment, il y a les administrations étatiques, bien entendu, et là, je dirais le moment où c'est un moment de cristallisation, et j'ai fait le 2e chapitre du livre dessus, c'est 1914, où on a brusquement des administrations étatiques qui se mettent à se structurer avec des départements qui sont spécifiquement consacrés à la diplomatie culturelle. Donc, il y a évidemment les États. Autre type d'acteurs, les entreprises, par exemple, sont évidemment des actrices de la diplomatie culturelle. Je pense en particulier dans la période... Alors, déjà, Hollywood, tout simplement, est un ensemble d'acteurs de la diplomatie culturelle, bien entendu. Et puis, plus récemment, on a des exemples, en particulier au Japon et en Corée du Sud, où finalement, on a les gouvernements japonais et coréens qui, depuis les années 90, ont organisé une politique de diffusion de la culture japonaise et de la culture coréenne en mobilisant les entreprises. Alors c'est à la fois une diplomatie économique et culturelle, mais les entreprises en sont un aspect tout à fait essentiel. Avec les mangas et les jeux vidéo. Absolument. Entre autres, et la musique, bien entendu. Mais justement, c'est une transition avec notre époque contemporaine. Et justement, j'allais vous poser la question, la diplomatie, normalement, est là pour empêcher les guerres. Or, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas en diplomatie culturelle, mais en guerre culturelle. Alors, c'est une question très compliquée, effectivement. Vous avez 3 heures. Moi, je veux bien. Alors, la diplomatie est faite pour éviter les guerres. Mais comme on dit toujours, si tu veux la paix, prépare la guerre. Exactement. Voilà. Quand on voit l'histoire de la diplomatie culturelle... il n'est pas certain que la diplomatie culturelle soit là pour éviter la guerre. Moi, je la vois plutôt comme une arme diplomatique de plus dans le répertoire d'action des États, qui, selon les périodes, a une dimension plus ou moins, alors je dirais pas agressive, mais en tout cas plus ou moins propagandiste. Parce que, diplomatie culturelle et propagande, ce sont deux choses différentes, mais la frontière entre les deux est quand même difficile à tracer.
en particulier parce qu'elles utilisent souvent les mêmes canaux. Si par exemple on prend, je ne sais pas, Radio Moscou ou Voice of America, une émission d'actualité politique, ça va être de la propagande, c'est de l'information, mais qui peut être tournée dans un sens de la propagande. Et une émission musicale, ça va être plutôt de la diplomatie culturelle, même si cette diplomatie culturelle est utilisée évidemment dans un sens politique, on est d'accord. Donc voilà, du coup, les supports qui sont utilisés sont souvent les mêmes, ce qui fait que la frontière est difficile à tracer. Mais c'est vrai que la diplomatie culturelle, en temps de guerre, elle prend une dimension beaucoup plus propagandiste. Et d'ailleurs, dans le livre, les grandes charnières que je donne, c'est pas un hasard, c'est tout à fait volontaire. Ce sont celles des guerres. Et donc voilà. En tout cas, la diplomatie culturelle est clairement un outil politique. Et autant, et je le dis en tant qu'historien du culturel, la culture a sa propre dynamique. Mais la diplomatie culturelle, elle est quand même largement dépendante des logiques politiques. C'est intéressant parce que avec votre livre, on voit quand même l'évolution historique, et ça c'est bien, c'est essayer de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. On a l'impression que cette bataille culturelle, on la perd quotidiennement, nous en tant que Français, et moi en tant que, alors plus, je suis pas historien culturel, mais plus historien qui regarde le passé non pas avec nostalgie, j'ai horreur de ça, mais en me disant non pas c'était mieux avant, mais avant c'était comme ça, et aujourd'hui le fameux comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on est une nation, qu'est-ce qui fait qu'on est ce pays, la France, etc., a tendance à être noyé à travers les cultures différentes. Je parlais de manga, je parlais de Netflix et la mondialisation, etc. Ça a tendance à être lissé et on va vers un pays monde. Alors, c'est vrai que on est passé, et ça c'est effectivement un des processus que je décris, on est passé d'une diplomatie culturelle qui était l'apanage d'un petit club très sélect de puissances, essentiellement les Européens, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, un peu plus tard d'ailleurs, la Grande-Bretagne, les États-Unis, quelques-uns par-ci par-là, mais donc, un petit club. Et puis aujourd'hui, on a une arène très concurrentielle avec des dizaines et des dizaines d'États qui pratiquent la diplomatie culturelle. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de choix, si on peut dire. Après, est-ce qu'il faut se désoler du fait que cette présence, alors la présence française qui était éminente... Je me désole pas, je constate. Alors, il faut le constater, c'est évident. La France a été une grande puissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au moins, et en tout cas à partir de la fin du XIX, à partir de la Première Guerre mondiale, elle est une grande puissance en sursis, et depuis 1945, elle n'est plus qu'une puissance moyenne. C'est comme ça. Voilà, là je dirais il y a un constat. Cela étant, je pense qu'on a tendance à accentuer un petit peu la dimension. On aime bien battre sa coulpe en France sur le déclin permanent de notre diplomatie, de notre puissance et de notre diplomatie culturelle. Mais quand on regarde l'extraordinaire réseau de l'Alliance française, des lycées français à l'étranger, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors qui certes a beaucoup moins de rayonnement aujourd'hui que... Alors son maximum de rayonnement à la diplomatie culturelle, c'est l'entre-deux-guerres. Donc évidemment, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais on a une diplomatie qui continue toujours à être extrêmement dynamique, avec, c'est vrai, des moyens bien moins importants, et puis un rayonnement qui l'est beaucoup moins. Ça, je dirais que il faut accepter aujourd'hui que la France ne soit plus qu'une puissance moyenne, ça c'est évident. Voilà, c'est un fait. Alors l'accepter, ça c'est autre chose, mais ça, on pourrait en c'est un fait. Pendant des heures, mais c'est pas le sujet, et c'est pas du tout ici qu'on le fera. Mais qu'est-ce qu'on exporte ? En fait, c'était ça la question sous-jacente. C'est devenu quoi, notre exportation culturelle ? On exporte plein de choses, on exporte les mêmes choses qu'avant, sauf qu'on les exporte un peu moins parce qu'il y a... Oui, mais ici, elles sont controversées. C'est ça que je voulais dire. Je vais vous prendre un exemple qui me vient là en vous parlant, mais qui m'était venu déjà en vous lisant. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, avec Jean Dujardin, etc., qui a fait couler beaucoup d'encre d'un côté, parce que c'était trop franchouillard, trop ceci, trop cela, parce qu'il y avait la baguette, parce qu'il y avait les villages français, etc., qui est on va dire une culture qu'on comprend, qu'on connaît, qui est véhiculée depuis très longtemps, qui peut-être est celle qui est véhiculée à l'extérieur, mais chez nous, elle est très controversée. Il y en a beaucoup qui disent, j'en entends plein, qui disent c'est trop franchouillard, le franchouillard, c'est facho. Et de l'autre côté, on a l'exportation on a tout l'inverse en fait, avec la cérémonie d'ouverture des JO, qui est l'exact inverse.
Vous parlez du wokisme d'ailleurs, du soft power plutôt dans votre livre. Donc la question, elle me paraît logique. Qu'est-ce qu'on exporte aujourd'hui ? On est qui, pardon, mais on est qui ? Est-ce que c'est à la diplomatie culturelle ? Qui décide alors finalement ? Est-ce que quelqu'un décide ? Alors, je ne sais pas s'il y a une personne en particulier qui décide, mais ce qui est sûr, c'est que les appareils d'État qui font de la diplomatie culturelle décident à un moment donné de savoir qui ils exportent ou qui ils n'exportent pas. Et là-dessus, les États ont un rôle dans la définition des contours de la culture nationale. Alors après, effectivement, ça peut donner de la controverse parce que finalement, dans ce genre de manifestation, on essaye de contenter tout le monde, d'en avoir pour tous les goûts, de manier à la fois les stéréotypes auxquels les gens s'attendent à l'étranger et en même temps de les surprendre en proposant autre chose. C'est certainement un équilibre qui est très compliqué à établir, surtout s'il y a des pénuries budgétaires, etc. Donc, c'est pas simple comme question, mais ça renvoie en tout cas au fait que les États, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les États ont toujours un rôle déterminant dans la construction des cultures nationales, pas seulement en France d'ailleurs. Quand par exemple les États-Unis, pendant la guerre froide, décident d'organiser des tournées de musiciens de jazz, là on est typiquement dans quelque chose de très controversé parce que le jazz aux États-Unis, c'est une musique noire. Et donc à ce titre-là, beaucoup d'Américains ne l'acceptent pas. Et donc que le département d'État décide de donner une légitimité nationale à cette musique de jazz, ça fait couler beaucoup d'encre, y compris parmi les fonctionnaires du département d'État qui ne sont pas du tout d'accord pour organiser sur le terrain ce genre de tournée, mais qui sont obligés de le faire. Voilà. Donc là, on a typiquement ce type de frottement et de controverse autour de qu'est-ce que c'est la culture nationale. Est-ce que le jazz, c'est américain ? Est-ce que, effectivement, la baguette, c'est français ? Alors, oui, alors on dira oui, évidemment. Mais le jazz, on dira oui, évidemment, c'est américain aujourd'hui. Oui, je comprends. J'avais un autre exemple. C'était vous aimez le cinéma et les séries, j'imagine. Emily in Paris, qui est diffusée sur, je sais pas quoi, Netflix ou je ne sais quoi, qui vend Paris, en fait, un Paris idéal. Un Paris très années 50, 60, le Paris merveilleux, haussmannien, sublime et tout. Et il y a une Américaine qui est venue à Paris qui s'est dit je vais aller voir pour voir si c'est la vérité. Et les réseaux sociaux ont montré une toute autre réalité, donc c'est assez amusant. Sachant qu'en plus c'est 100% américain là. Tout à fait. Et d'ailleurs c'est pas le premier exemple puisqu'on avait déjà un Américain à Paris et toute une série d'autres films qui décrivaient cette espèce de Paris de carte postale, etc. Le Paris dont les Américains entre autres rêvent ou s'attendent à trouver, auquel ils s'attendent à trouver. Voilà, mais qui ne correspond évidemment pas du tout à la réalité. Bien entendu. Vous faites une différence entre configuration culturelle nationale et culture nationale. Oui, alors là, c'est un petit peu aussi un jargon universitaire, mais comment dire ? Moi, ce que j'aime pas dans le terme de culture nationale, c'est qu'il y a une dimension essentialiste. C'est-à-dire qu'on considère que c'est quelque chose de fixé et qui a des contours très précis. Ce que j'aime bien dans le terme de configuration culturelle nationale, c'est qu'il y a le terme de configuration, c'est-à-dire que ça inclut l'historicité du phénomène avec l'idée que ça se configure comme ça, mais ça se reconfigure aussi à un moment donné. Donc, ces cultures nationales sont des réalités qui sont essentiellement mouvantes. Ça, je crois que c'est vraiment très important parce que considérer qu'une culture nationale, c'est ça et que ça ne doit pas bouger, je dirais que c'est le début de la fin. En tout cas, c'est une défaite intellectuelle, à mon avis. Ça, c'est intéressant. Ça pourrait être un vrai débat, d'ailleurs. Ça, c'est absolument bien. Les innovations numériques, évidemment, ont tout changé. À partir on va dire, des années 2000, 2010. Alors, elle change beaucoup de choses. Je dirais qu'elle change moins de choses dans la diplomatie culturelle que dans la diplomatie publique. Ça, c'est aussi un distinguo que je fais dans le livre entre l'organisation de diffusion de produits de la culture nationale pour la diplomatie culturelle et la diplomatie publique qui est plus une politique d'information. Alors, pour ce qui est de la politique d'information, les réseaux sociaux ont vraiment tout changé. Ouais. Ça, c'est très très clair. Je dirais que la diplomatie culturelle, c'est un paquebot qui vire un petit peu plus lentement de bord. C'est-à-dire que le numérique a changé et continue à changer beaucoup de choses dans la mesure où maintenant on fait des campagnes de diplomatie culturelle sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est évidemment un canal de diffusion très très important qui en plus, à mon avis, et ça mériterait d'être creusé, permet à toute une série d'États qui n'ont pas forcément la logistique financière
financière ou en termes d'ambassade ou de relais à l'étranger, de pouvoir se faire connaître à l'étranger. Voilà. Ceci étant, les réseaux sociaux ne font pas tout. Quand on fait la promotion d'artistes de théâtre, de musiciens, d'écrivains, il y a un moment donné, il faut bien les lire, il faut bien aller les voir en vrai, il faut bien aller les écouter. Donc, ça ne change pas tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui renouvelle complètement la diplomatie culturelle et va continuer à le faire sans doute dans les années à venir. D'accord. C'est à l'État de promouvoir ce genre de choses, selon vous ? De promouvoir, vous voulez dire ces artistes-là, etc. Alors, je ne sais pas si c'est à l'État de le faire. Le fait est que l'État le fait et depuis longtemps parce qu'il pense. Est-ce que c'est à juste titre ? Ça, c'est une grosse question. Ouais. Il pense que ça sert le rayonnement d'une politique. Mais en tout cas, il le fait. Alors, il n'est pas le seul à le faire. C'est-à-dire que quand on a une tournée qui est organisée quelque part, il ne faut pas s'imaginer que c'est forcément l'État qui l'organise. Hein. Il y a un circuit commercial, évidemment, qui est très important. Mais l'État prend sa part et plus souvent qu'on ne le croit. Est-ce que, selon vous, Non, avant cette question-là, j'en avais une autre. Parce que vous parlez d'État-nation depuis le début, mais il y a aussi l'Union européenne et son influence, son rôle croissant. Et c'est pas un État-nation. Absolument. Alors ça, c'est un débat que j'évoque que je lance dans le dernier chapitre, c'est que effectivement, je donne cette définition de la diplomatie culturelle par rapport aux États-nations. Alors pour moi, elle fonctionne bien depuis la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. À mon avis, et je mets en question moi-même la définition que je donne, pour parler justement de configuration culturelle, c'est-à-dire que les choses changent, hein, les définitions, à mon avis, ne sont pas figées. Au XXIe siècle, les choses changent parce qu'effectivement, on a des acteurs publics et privés, ou publics en l'occurrence, qui vont mettre en place des diplomaties culturelles alors qu'ils ne sont pas des États-nations. Alors j'en donne deux exemples. Il y a effectivement l'Union européenne qui a mis en place depuis la fin des années 80 toute une série d'actions qui appartiennent, à mon avis, sans aucun doute, à la diplomatie culturelle. L'exemple le plus connu, c'est le programme Erasmus, qui est un programme de diplomatie culturelle qui ne dit pas son nom, parce que tout simplement, l'Union européenne n'a pas de prérogative officielle en matière culturelle. Donc, elle ne l'a pas appelé comme ça, mais en réalité, c'est ça. Donc, il y a toute une série d'actions Et puis, il suffit d'aller dans un cinéma pour regarder le nombre de films qui sont financés par des crédits de l'Union européenne. Il y en a énormément. Donc, l'Union européenne fait de la diplomatie culturelle, mais quelle diplomatie culturelle, puisque l'Union européenne n'est pas un État-nation. Donc, ça pose une question. Et puis, l'autre exemple que je donne, c'est celui des pétromonarchies du Golfe, qui ne sont pas des États-nations. Hein. Quand on prend des pays comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, vous avez à peu près 10% de la population qui est arabe dans ces pays-là. La quasi-totalité du reste, c'est une population immigrée. Donc, ce n'est pas des États-nations dans la définition qu'on en donne en Europe, mais ils font incontestablement de la diplomatie culturelle. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'ils font de la diplomatie culturelle qui vise à promouvoir la culture qatari, émirati, etc., mais plus largement la culture musulmane. Et donc là, on a une dimension plus régionale dans leur diplomatie culturelle qui effectivement pose question aussi sur l'évolution de ce qu'est la diplomatie culturelle. En tout cas, moi je pense que pour le 19e et le 20e siècle, la diplomatie culturelle est essentiellement un répertoire des États-nations. Aujourd'hui, il me semble clair que les choses sont en train d'évoluer. Effectivement, du coup, c'est pour ça que je voulais cette question-là avant celle qui arrive. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à une désoccidentalisation durable ou à une recomposition ? Alors, je pense que dans la diplomatie culturelle des 30 dernières années, il y a une désoccidentalisation durable. Quand je dis désoccidentalisation, ça ne veut pas dire que l'Occident disparaît, mais ça veut dire que l'Occident est, comme disait Dipesh Chakrabarty, provincialisé. Ça veut dire que les puissances occidentales qui, je dirais, monopolisaient quasiment la diplomatie culturelle à la fin du 19e et au début du 20e siècle, sont aujourd'hui des acteurs, des États parmi d'autres, pas forcément les plus importants, en tout cas ils sont concurrencés, parce que c'est un champ concurrentiel, par d'autres États qui ont mis en place des diplomaties culturelles extrêmement ambitieuses, et je pense en particulier à beaucoup d'États asiatiques, la Chine bien entendu, avec les instituts Confucius, et puis l'opéra de Pékin, le cinéma chinois qui est aujourd'hui de plus en plus important, la Corée du Sud avec la K-pop et puis les séries, le Japon bien entendu avec les mangas, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres pays comme la Turquie, le Brésil, etc. Donc, la diplomatie culturelle n'est plus un monopole des pays occidentaux. C'est pour ça que je parlais de pays-monde, finalement.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à une culture monde, en fait ? Alors, moi, n'y voyez pas de... Enfin, c'est pas péjoratif ou que ça. Non, mais alors, moi, personnellement, je n'y crois pas, parce que ce que je vois, c'est que la mondialisation ne fait pas disparaître les États, elle ne fait pas disparaître les identités nationales, elle a même tendance à les stimuler, si je puis dire, parce que finalement, quand on regarde aussi, on en parlait tout à l'heure, l'explosion des nationalismes depuis une trentaine, une quarantaine d'années, voilà, on revient à ça, mais c'est très important. Réaction, en fait. Alors, ça peut être en réaction, oui, ça peut être une réaction face à la mondialisation, c'est assez certain. Bon, quand on voit le phénomène Trump aux États-Unis, très clairement est une réaction contre la mondialisation, et voilà, ça c'est évident. Mais là, on quitte le domaine de la diplomatie culturelle proprement dit. Donc, je ne crois pas que la mondialisation de la diplomatie culturelle, au sens de multiplication des États qui l'utilisent, qui la pratiquent, aboutissent à une culture monde indifférenciée. Ça, je n'y crois pas trop. Alors, il y a des éléments d'homogénéisation, c'est évident, quand on voit effectivement des entreprises comme les studios hollywoodiens qui promeuvent, qui diffusent internationalement des films extrêmement formatés, il y a effectivement un danger d'homogénéisation. Mais il n'est à mon avis pas abouti, il n'aboutit pas à une homogénéisation de fait. Je prends juste un exemple. On a l'impression que le cinéma hollywoodien est hégémonique au niveau mondial. Alors ça, c'est un argument que je démontre dans mon livre Américanisation, précisément. C'est que le cinéma américain est hégémonique, oui, peut-être en Europe de l'Ouest, où il y a des pourcentages dans les marchés européens qui sont parfois de 60, 65, 70% et plus. Bon. Mais si on quitte le regard eurocentré, et qu'on va en Asie, le cinéma américain, c'est 10% du marché indien, qui est le marché le plus important du monde en termes de nombre de spectateurs. Donc voilà, si on regarde à l'échelle mondiale, le cinéma américain n'est pas si hégémonique que ça. Il est à mon avis pas hégémonique, il est dominant, oui, mais dominant et hégémonique, c'est deux choses différentes. Et est-ce qu'on ne va pas vers comme disait Chomsky, une fabrique du consentement ? C'est-à-dire en gros, on est en train de vous véhiculer, vous parlez de soft power, etc. On est en train de vous véhiculer des notions et il va falloir être d'accord avec tout parce que c'est comme ça et on va tout niveler. Alors, qui est une volonté de fabriquer du consentement de la part d'entreprises qui sont désireuses d'étendre leurs intérêts financiers, voire idéologiques, ça c'est tout à fait évident. Maintenant, est-ce que ça se passe vraiment sur le terrain ? Est-ce que les gens sont vraiment d'accord pour être nivelés ? À mon avis, non plus. Le marché n'est pas d'accord. Le marché n'est pas d'accord et les gens non plus ne sont pas d'accord. Donc, mais ceci dit, le danger existe, ça c'est tout à fait clair. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux parce que c'est vrai qu'il y a toujours un discours sur l'hégémonie qui finalement confond le projet lui-même et sa réalisation. Donc, qui est un projet hégémonique de la part... les studios hollywoodiens ont clairement un projet hégémonique. Leur objectif, c'est d'avoir 100% du marché mondial. Bon, moyennant quoi, ça n'est pas encore fait, ça ne l'a jamais été d'ailleurs, et je pense que ça ne le sera jamais, peut-être moins encore maintenant qu'avant, parce que depuis une trentaine d'années, Hollywood a sur sa route des concurrents très sérieux, et je pense en particulier au cinéma chinois, qui a lui aussi un objectif hégémonique. Et donc, voilà, il y a disons le nivellement par une seule culture, à mon avis, n'est pas pour demain. Mais c'est vrai que c'est un danger qu'il faut avoir présent à l'esprit. Mais je pense que c'est un tome suivant que vous devriez peut-être travailler sur... J'y songe. Ah d'accord, parce que justement, tout ce qui est soft power, wokisme, etc., qu'ont essayé les Walt Disney, Netflix et autres, en fait, le public l'a rejeté en masse. Ça, c'est intéressant. Et la vraie question, c'est qui décide ? Est-ce que là, encore une fois, on parle des États, sans devenir totalement tarés, complotistes ou quoi que ce soit ? Est-ce qu'il y a des personnes qui décident ? Est-ce que c'est des courants de pensée ? C'est à la fois passionnant et un peu angoissant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que, alors là je le dis en tant qu'historien, c'est-à-dire que oui, comment dire, c'est séduisant de se dire il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière, il y a quelqu'un qui décide. Pardon. Ça m'angoisse. Il y a un petit groupe de gens, mais en réalité, les choses se passent pas comme ça. C'est clair qu'il y a des groupes d'intérêt, il y a des lobbies, il y a des gens qui sont, mais le nombre d'acteurs impliqués dans un processus est beaucoup plus important
important qu'on ne le croit. Et donc, c'est pas si facile de décider comme ça et d'appliquer une décision de façon mécanique. Voilà. Donc, alors évidemment, là, ça réclamerait un débat plus long. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que la stratégie qui est employée par des entreprises pour diffuser tel ou tel contenu, alors elle peut être relativement précise, mais en réalité, elle est en permanence obligée de s'ajuster aux réalités, ne serait-ce que nationales. Et là, on retrouve les nations. Chaque fois que, alors vous en parliez effectivement, chaque fois que des entreprises américaines ont essayé d'adopter une stratégie uniformément internationale, c'est-à-dire de diffuser le produit partout, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas, tout simplement. Alors après, elles arrivent à s'adapter depuis très longtemps d'ailleurs à des marchés locaux, mais avec Netflix d'ailleurs. C'est ce que fait Netflix, absolument. Tout à fait. Vous êtes passionnant, en tout cas vous défendez très très bien et Merci. Votre livre défend très bien toutes ces thèses, bravo à vous. Je rappelle le titre du livre, Histoire de la diplomatie culturelle dans le monde, chez Duno. Ludovic Tournès, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue pour un prochain livre. Avec plaisir. Merci beaucoup.